Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer ce webinaire sur les challenges du Copernicus Hackathon Climaton, avec comme objectif de présenter d'abord ces différents challenges, et puis je laisserai la parole ensuite à Tad Tamli, qui est directeur France Méditerranée de Climate Kick, et qui nous remettra un peu de contexte et d'enjeux en nous expliquant ce que fait Climate Kick, et notamment pour remettre en perspective les différents challenges qui seront utilisés pour notre hackathon. Donc, ce challenge est organisé donc, par Aerospace Valley avec un certain nombre de partenaires. Il se déroulera les 25 et 26 octobre 2019 dans les locaux de l'Epitech pour les 3 villes concernées qui sont Bordeaux, Montpellier et Toulouse. Voilà, on a classé les challenges autour de 2 thèmes qui sont d'abord la partie atténuation, comment atténuer les effets des changements climatiques, et puis une deuxième partie qui sera les changements climatiques sont là, comment on peut adapter, trouver des solutions pour s'adapter aux conséquences de ces changements climatiques. Et évidemment, puisque c'est un challenge qui est organisé sous l'égide d'Aerospace Valley, l'objectif est d'utiliser les données satellites pour trouver des bonnes idées et des services qui nous permettront de rentrer dans les 2 cases que je viens de citer. Et nous serons aidés donc dans le cadre de ce climaton par un certain nombre de coachs et d'experts à la fois business, technique, climat, qui pourront vous aider en tant qu'équipe à affiner votre idée, votre projet et à définir un petit MVP pour pouvoir ensuite pitcher à l'issue des 24 heures. Alors, premier challenge, et je vais essayer de les passer rapidement. Vous aurez à disposition les différentes slides de toute manière. La partie soft mobilité, donc sur la partie infrastructure et transport. Comment adapter nos besoins de transport à ces changements. Donc, il y a tout un tas de pistes, et notamment sur toute la partie transport et mobilité durable. Le deuxième, c'est effectivement toute la partie autour de l'énergie, donc le grand thème des énergies renouvelables. Alors, énergie verte, énergie éolienne, vous savez, tout un tas de possibilités. Donc là, on pourra effectivement identifier des challenges sur soit identifier les sources qui permettent d'optimiser la consommation, ou comment gérer ces nouvelles énergies et toutes les chaînes de production associées. Vous le voyez dans l'image, c'est toute la partie, et vous le savez bien, les villes prennent de plus en plus de place et d'importance dans nos vies. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'expansion urbaine. Comment trouver des alternatives à l'expansion urbaine. On sait globalement que 3 degrés, c'est la différence de température entre les zones rurales et les zones urbanisées. Voilà, comment lutter contre le réchauffement climatique dans nos villes. Ça sera une partie des réflexions qui conduiront la création de nouvelles activités sur ce challenge. Et puis, la partie maritime et transport, mais transport plutôt grande distance, donc transport maritime et transport aérien. Comment trouver des alternatives à ces modes de transport, à la fois sur les frettes et sur les transports passagers. Quel impact environnemental de ces transports et comment réduire ces impacts. Voilà, ce sera une partie des solutions qu'on vous demandera, sur lesquelles on vous demandera de plancher. On passe maintenant à la deuxième partie. Donc, le changement climatique est là, comment s'adapter. Donc, c'est toute la partie gestion des risques. Donc, risque naturel au sens très large, avec bien évidemment une connotation climat. Une partie, on l'avait presque aussi abordé dans la partie ville, îlots de fraîcheur ou îlots de chaleur, comment détecter les îlots de chaleur et
imaginer des aménagements pour faire baisser ces îlots, la chaleur dans ces îlots, ou au contraire, comment créer de nouveaux îlots de fraîcheur. Voilà, ça fait une partie des problèmes qui sont à traiter dans le cadre de ce challenge. On aura ensuite tous les impacts autour de la santé. Hein, le réchauffement climatique est là et vous n'êtes pas sans savoir que ça peut avoir des conséquences, notamment sur la partie pollution, les maladies secondaires, etc. Et donc tout ce qui est autour de la santé, la vulnérabilité autour des différentes populations plus ou moins sensibles. Et puis, je crois que c'est un des derniers volets, il y en a encore un derrière, je crois, toute la partie autour de la protection autour des espèces sauvages et tout ce qui a lieu en termes d'extinction des espèces. On sait que le réchauffement climatique peut avoir un effet dramatique sur un certain nombre de populations et pas seulement les populations humaines. Donc voilà, comment utiliser les satellites, notamment pour traquer les populations animales. Est-ce qu'ils changent leur route de migration, par exemple, etc., etc. On aura un certain nombre de partenaires technologiques pour ces challenges. J'en ai déjà parlé brièvement. On a un webinaire dédié avec Wikio, donc je ne vais pas m'apesantir pour l'instant sur ce slide-là. Mais voilà, sachez qu'on a des partenaires techniques et notamment Wikio avec qui on a déjà posté un certain nombre de capsules vidéo qui vous expliquent comment se connecter à la plateforme, comment créer son compte. Et j'invite tous les participants qui s'inscrivent sur le Copernicus Hackathon Climaton à également aller s'inscrire sur Wikio pour créer leur compte et pouvoir bénéficier dès la première heure de la plateforme et de l'accès aux données, et notamment aux données satellites. Et puis donc vous avez l'éventail des différents partenaires qui nous soutiennent dans cette action, avec notamment les partenaires business de chacune des villes, donc Bordeaux, Toulouse et Montpellier, donc les incubateurs locaux qui nous soutiennent, ainsi que les partenaires techno et les partenaires climat. Et je vais d'ailleurs en profiter pour passer la main à Tamtam qui va pouvoir nous remettre un peu de contexte et un peu plus d'enjeux climat autour de l'action de Climate Kick, notamment sur ces challenges. Je te propose de retirer ton micro, voilà, parfait. Merci Olivier. J'attends juste qu'Emma me passe la main sur les slides, sauf si tu gardes la main, Emma. Non, ça doit être bon normalement. Alors. Voilà. D'accord, donc je vois possibilité de prendre le contrôle. C'est bon? C'est bon pour nous. D'accord, parfait. Donc, bonjour à tous, et je suis ravi qu'une fois encore nous participions à cette belle opération. Donc, je vais parler un petit moment pour vous donner comme l'a dit Olivier, des éléments de contexte qui viennent de nos activités, mais finalement il s'agit moins de Climate Kick en tant que tel que d'un point de vue d'un acteur et d'une communauté qui se concentre depuis une dizaine d'années sur l'innovation climatique. Et donc pour vous donner un contexte finalement derrière toute l'utilisation créative des données spatiales, en particulier des données d'observation que vous allez pouvoir proposer, en fait, quelles sont pas toutes les thématiques d'innovation climatique qu'on aborde, parce qu'il faudrait des heures pour les décrire, mais en tout cas un peu disons un goût et un peu la texture du genre de choses sur lesquelles les communautés d'innovation travaillent actuellement, parce que finalement l'enjeu d'adresser les enjeux du changement climatique par l'innovation, ça paraît évident à dire, c'est beaucoup plus compliqué, disons, à vivre, et c'est une expérience aussi très, très intéressante. Donc, je vais essayer de partager quelques éléments avec vous.
Alors juste quelques mots sur le Climaton, donc puisque Climaton et Copernicus Hackathon sont associés sur cette opération. Donc Climaton, c'est un programme qui a été lancé il y a quelques années par Climatekick, qui à l'origine était juste une journée tous les ans, donc le jour de à l'origine le jour de la journée mondiale pour le climat. Et donc, comme il y a eu un certain succès à travers le monde de cette initiative, on a décidé de la maintenir, de la développer. Et donc maintenant, le Climaton est devenu un programme d'un an qui est basé sur le hackathon, donc en question, fin octobre, mais qui ensuite se traduit par un suivi tout au long de l'année, par des actions climatiques sous forme de projets concrets, qui soutiennent les entreprises, les startups qui ont un impact positif sur le climat et qui accompagnent les changements de politique locale. Donc essentiellement 3 étapes: définir les défis climatiques, développer des solutions pour relever ces défis et apporter un soutien continu jusqu'à la mise en œuvre des solutions. Alors comme vous le voyez, le Climaton est parti en 2015, juste avant la COP21, avec une vingtaine de villes dans 16 pays, 6 continents. Il y avait déjà plus de 600 participants à l'époque, puis ça a grandi régulièrement et en 2018, on a eu plus de 100 villes sur 46 pays, sur l'ensemble des 6 continents, mais un peu moins marginalement sur les continents hors d'Europe, et plus de 5000 participants. Donc c'est une belle histoire qu'on a la joie de partager maintenant avec Aerospace Valley et avec le Copernicus Hackathon. Ça continue à se développer et comme je le disais, on essaye d'aller maintenant au-delà de l'événement et de la journée. Donc en 2018, voilà une vue un peu géographique des pays dans lesquels le Climaton s'est implanté. Donc Climaton, ce sont vraiment des initiatives des villes avec des communautés d'innovation localement, mais il y a ce cadre global que propose Climatekick et qui permet de faire ça le même jour. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que Climatekick? Donc, IIT Climatekick, c'est une communauté de partenaires. Donc, vous voyez un petit peu la croissance sur ces dernières années. Au départ, Climatekick était une communauté de 35 partenaires qui a répondu à un appel de la Commission européenne. La Commission européenne a créé un institut qui s'appelle l'Institut européen d'innovation et de technologie, qui souhaite réunir, disons, ou en tout cas structurer les forces européennes sur des grands enjeux de société. Donc, il y a le climat, il y a aussi les énergies durables et renouvelables, il y a le digital, il y a la santé, vieillissement des populations, etc. Donc, on est parti de 35 partenaires. Aujourd'hui, on est à 360, même pratiquement 400 partenaires. Donc, sans entrer dans le détail des chiffres, vous voyez qu'il y a à peu près une moitié de privé, une moitié de public. Dans le privé, il y a des entreprises qui vont de 5 à 150 000 personnes. Et puis, dans le côté public, il y a donc l'enseignement supérieur, la recherche, mais également de plus en plus les villes, les régions, des organismes gouvernementaux et puis des ONG. Alors, on a une communauté de ce qu'on appelle les alumni, qui sont des étudiants, d'anciens étudiants qui sont passés par nos programmes de master et de doctorat et des entrepreneurs, mais vous verrez que la communauté des personnes qui ont bénéficié d'enseignement de Climatekick est beaucoup plus large que cela. Alors, l'innovation climatique, c'est extrêmement vaste. Potentiellement, on peut dire que tous les secteurs d'activité sont soit affectés par le changement climatique, soit sont un facteur d'aggravation du changement climatique ou du dérèglement climatique. Alors évidemment, au début, on a essayé un peu tous azimuts pour voir s'il y avait un appétit des communautés d'innovateurs pour travailler sur ces sujets. Assez rapidement, en un an ou deux, on s'est rendu compte que cet appétit était en fait très fort. Et donc, on n'a pas la capacité de travailler sur tous les sujets. On a progressivement structuré ce qu'on appelle des objectifs d'impact qui ont été élaborés par Climatekick et sa communauté de partenaires, des objectifs d'impact à 2030. Je ne vais pas rentrer dans le grand détail, mais ça vaut le coup quand même de passer 2 secondes sur cette slide, qui se répartissent en 4 grands, ce qu'on appelle des systèmes, donc systèmes d'intervention: les transitions urbaines, la production durable, l'utilisation des sols, et puis décision, métrique et finances, avec un 5e qui est en train de se brancher sur ces 4, qui est autour de l'eau et des systèmes marins. Alors, à l'intérieur de ces thèmes qui sont extrêmement vastes, on a des objectifs d'impact qui recouvrent donc 3 par thème, des thématiques un peu plus précises, mais qui sont encore des thématiques systémiques, je vais revenir dessus. Donc, par exemple, pour ce qui concerne donc ce hackathon Climaton, la question de la rénovation des énergies décentralisées, la question des villes vertes et résilientes, donc toutes les solutions basées sur la nature, des questions de mobilité urbaine intégrée et propre. Également des sujets sur l'utilisation des sols qui sont de plus en plus en connexion avec l'expansion urbaine et l'environnement des villes également, donc forêt, paysage intégré par exemple. Les questions de production durable, donc c'est notamment
l'économie circulaire, mais particulièrement l'économie circulaire des matériaux dans les domaines qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre, la réduction des émissions industrielles, la relance des économies régionales, et puis des aspects qui sont transverses à tout cela, qui sont autour de la finance, qu'on a appelé pendant assez longtemps la finance verte, la finance climat. Maintenant, on appelle plutôt ça le verdissement de la finance. Alors, on peut se dire que c'est jouer sur les mots, mais c'est quand même important. C'est dire il n'y a pas un domaine de la finance qui doit se préoccuper de climat et qui va créer les conditions pour une transition climatique et environnementale. Il s'agit vraiment de dire que c'est l'ensemble de la finance qui doit progressivement prendre en compte ces enjeux, et donc sur des questions d'insertion des données climatiques et de l'information climatique dans les marchés financiers, et là évidemment les services climatiques et les données d'observation jouent un rôle très important. Également sur l'aspect adaptation, l'information sur le risque climatique en lien avec l'adaptation et la résilience, et puis tout ce qui est ce qu'on appelle en français des avoirs verts bancables, bankable green assets, donc constitués notamment au niveau des grandes villes. En fait, un ensemble de projets sur lesquels on peut investir à grande échelle et qui peuvent permettre de créer cette dynamique exponentielle d'innovation climatique. Alors très rapidement, la manière dont on travaille sur des projets d'innovation, on travaille sur des activités de formation et on travaille sur de l'accélération de start-up. C'était 3 piliers assez séparés à l'origine, maintenant ils sont de plus en plus regroupés et fusionnés. Donc de manière assez générique, on va vraiment de l'idée première et voire même du travail sur les écosystèmes de partenaires avant même de parler d'idées d'innovation, jusqu'à la démonstration de ces idées à une échelle, disons, grandeur nature, et ensuite la montée en échelle, qu'on va pas forcément faire nous-mêmes en tant que Climate Kick, mais pour laquelle on va créer au maximum les conditions donc d'une réplication, d'une duplication, d'une adoption à travers d'autres régions de l'Europe et au-delà. En transverse de tout ça, il y a la partie formation et développement professionnel qui au départ était très axée sur les étudiants de master et de doctorat et qui maintenant se répand de plus en plus dans la montée en capacité, que ce soit d'ailleurs des institutions publiques ou des entreprises privées. Donc au cœur de tout ça, évidemment, l'important c'est l'impact. On ne fait pas tout ça pour faire de l'innovation simplement, c'est vraiment l'impact climatique dans un contexte d'urgence. Et donc pour créer de l'impact, il faut expérimenter, mais il faut aussi constamment apprendre de ces expériences, combiner les expériences, etc. Alors ça, je vais passer très rapidement, c'est pour vous donner une idée de ce à quoi on peut arriver en quelques années. Donc j'ai dit 400 partenaires de référence, on a accompagné plus de 1400 startups. Il y a une création d'emplois à la clé, des nouveaux produits et services, puisqu'il s'agit vraiment d'innovation, donc d'apporter des solutions qui vont effectivement se développer sur le marché et être adoptées. Donc le chiffre que je trouve intéressant, c'est celui qui est en bas à droite. C'est donc une estimation indépendante qui a été faite de l'impact potentiel des solutions qui étaient sorties de nos projets. Donc pas des développements qui pourraient se produire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est vraiment si on utilise les produits et les services issus de notre communauté d'innovation et de nos projets, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme réduction de gaz à effet de serre. Donc sur 25 projets, l'estimation arrivait à peu près 1 million de tonnes équivalent carbone. Ça veut dire, si on n'est pas trop optimiste, sur l'ensemble de notre portefeuille de projets, on est à peu près autour de 10 millions de tonnes équivalent carbone, CO2. Donc c'est à la fois très peu par rapport à l'ensemble des émissions du monde, mais si vous voulez, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près les émissions d'un petit pays européen comme la Slovénie, la Lituanie. Donc on est finalement, on va prendre ce chiffre comme une preuve, en tout cas un signe qu'il est possible de faire de l'innovation collectivement et de commencer à atteindre des échelles significatives, mais évidemment il faut absolument accélérer et augmenter l'impact et la vitesse d'impact. Et donc pour ça, on adopte, comme d'autres acteurs, mais chez nous à Climate Kick, c'est vraiment une conviction fondamentale, une approche qu'on appelle une approche système. Donc ce n'est pas des acteurs du spatial et de l'aéronautique qui vont apprendre ce que c'est qu'un système, mais pour nous, ça veut dire concrètement qu'on est parti d'une communauté de partenaires qui créent des projets tous intéressants, pertinents, valables en soi, mais finalement assez isolés les uns des autres. On a structuré ce paysage de projets à travers les objectifs d'impact 2030. Et donc à droite, vous voyez en fait le même catalogue de projets, mais vraiment organisé autour des objectifs d'impact. Donc certains projets sont complètement pertinents pour un impact, de même que les propositions que vous allez faire lors du hackathon vont être pertinentes pour un challenge, mais en fait idéalement elles vont être connectées avec d'autres challenges connexes. Et donc c'est cette logique qu'on essaye d'adopter, et maintenant on développe vraiment non pas des projets indépendamment, mais un portefeuille de projets qui interagissent et qui peuvent créer des synergies entre eux. Donc,
quels sont les modes d'action sur l'innovation climatique? Bien sûr, il y a des aspects technologiques très importants, mais il y a aussi vraiment la recherche de ce portefeuille d'actions qui agissent sur un certain nombre de leviers qui sont mentionnés à gauche, qui vont des politiques publiques aux aspects financiers, évidemment aux compétences, la technologie j'en ai parlé, aux modèles d'affaires, à l'engagement des populations qui, on le sait bien, est absolument primordial dans l'action climatique, aux capacités de production, aux modes de production. Tout ça s'appliquant donc sur l'ensemble de ces thèmes et de ces objectifs d'impact. Et la manière dont on agit, donc il y a vraiment cette conviction qu'on ne peut pas tout théoriser avant de commencer à agir, il faut expérimenter et apprendre en agissant. Mais l'action, ça n'est pas simplement développer des projets, c'est aussi engager un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs économiques majeurs ou les citoyens dans les collectivités. C'est donner la capacité à des communautés beaucoup plus larges d'agir, etc., etc. Alors un petit mot sur ce qu'on appelle en anglais place-based innovation, est-ce qu'en français je traduis par innovation ancrée dans les territoires. Donc c'est évidemment une perspective importante quand vous parlez de travailler avec des villes pour les aider dans leur transition environnementale. Pourquoi est-ce qu'une organisation internationale européenne va s'intéresser au territoire? Eh bien parce qu'il y a des échelles d'action sur lesquelles il est plus réaliste et aussi plus fructueux de travailler sur des systèmes. Bien sûr, certains systèmes sont internationaux, voire globaux, mais pour bien comprendre en fait comment un système peut se transformer par l'innovation, les propriétés spécifiques du territoire dans lequel vous travaillez jouent un rôle essentiel. Et ces propriétés, ça va être les talents, les compétences, ça va être vous, ça va être les cadres réglementaires, le contexte politique, ça va être l'expertise technologique, évidemment, les capacités industrielles, la culture d'investissement propice à l'entrepreneuriat et à l'intrapreneuriat. Et puis ce sont des facteurs qui sont plus disons difficiles à mesurer, mais qui sont tout aussi essentiels, que vous voyez en haut. Ce sont des moteurs existentiels et culturels puissants, propres au territoire, l'identité du territoire, les barrières, les défis spécifiques qui créent en fait le potentiel d'innovation. Donc évidemment, il n'y a pas une manière d'innover dans un territoire. Chaque ville va avoir des problématiques différentes. Le hackathon va se passer sur Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Eh bien, ces trois villes ont des contextes différents, des enjeux prioritaires différents autour du climat et de l'environnement, mais il y a des méthodologies, des apprentissages qu'on peut croiser et qu'on peut fertiliser. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de projets donc non pas avec la prétention de vous dire voilà quels sont les enjeux des îlots de chaleur, voilà quels sont les enjeux des transitions urbaines, de la rénovation, etc. Mais pour vous donner encore une fois, c'est un peu cette texture, cette substance sur laquelle on peut travailler aujourd'hui sur l'innovation climatique. Donc l'enjeu pour vous, je pense, ça va être évidemment de développer des solutions technologiques et des propositions d'utilisation des données, mais de les inscrire dans ce contexte d'innovation plus large et d'innovation systémique que j'ai essayé de décrire. Alors un premier projet qui fait intervenir d'ailleurs évidemment des données d'information, c'est un projet qui s'appelle Winners. Il s'agit d'établir des connexions inédites entre les acteurs et de travailler en chaîne de valeur. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit du problème un problème massif évidemment qu'ont les petits exploitants agricoles dans la Corne de l'Afrique, en Tanzanie typiquement, pour couvrir leurs risques climatiques majeurs et en même temps pour améliorer leur production, aussi bien quantitativement que qualitativement d'un point de vue impact environnemental. Donc pourquoi est-ce que ce problème est un problème de connexion et de chaîne de valeur? Parce que si vous essayez de traiter purement au niveau local ce genre d'enjeu, eh bien vous avez des petits fermiers qui ont juste la capacité de travailler avec des acteurs de microfinance. La microfinance n'a pas du tout la capacité de couvrir le risque climatique aux échelles où il se profile. Et donc, il faut les connecter avec des acteurs de l'assurance à un niveau supérieur, voire à un niveau international, mais tout ça ne se fait pas de manière évidente. Donc, il y a des enjeux de réglementation, il y a des enjeux de modèles de contrats entre les assurances, mais il y a aussi évidemment des enjeux d'observation et d'acquisition de données. Donc, typiquement, sur ces régions de l'Afrique, les assureurs aujourd'hui, les grands assureurs, travaillent sur des modélisations avec 50 km de côté. Alors, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années. Donc, ces modélisations ne sont pas du tout pertinentes pour les besoins d'un petit fermier. Et donc, vous avez besoin de connecter des acteurs de l'observation spatiale, de la modélisation, de l'agronomie, de l'assurance, de la réglementation, etc. Et de voir tout ça en termes de chaîne de valeur du producteur jusqu'à l'utilisateur final
pour pouvoir commencer à trouver des solutions viables qui puissent se développer et qui permettent au programme d'aide au développement de se déployer réellement sur ces régions. Donc, je vous passe les détails, c'est une belle histoire sur laquelle vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse, mais sachez qu'avec cette approche à la fois systémique dans laquelle il entre de la technologie, mais aussi d'autres aspects, on arrive maintenant à couvrir 250 000 fermiers et c'est un programme qui va se développer fortement dans les années qui viennent. Un exemple tout à fait différent, c'est celui de Smash, qui est une offre de service pour l'analyse de la mobilité durable. Donc, c'est un projet qui est coordonné par l'AESS en Espagne. Donc là, il s'agit vraiment de quelque chose d'assez technologique a priori, une plateforme en ligne puissante et innovante pour renforcer l'analyse de données spatiales. Donc, on est en plein dans le sujet pour la mobilité durable sur une dizaine de villes pilotes. Donc, j'insiste sur le fait que l'expérimentation sur des villes différentes et dans des contextes différents est extrêmement enrichissante justement pour pouvoir comparer la pertinence des solutions, qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui est générique. Alors, le point de départ, eh bien, c'est une demande des villes que vous connaissez pour certains d'entre vous. Donc, des données homogènes et intégrées sur le transport durable, beaucoup plus complètes, mais aussi beaucoup plus communicantes, je dirais, qu'elles ne le sont aujourd'hui, et un service pour analyser les données d'initiatives de mobilité durable, pour contribuer aux objectifs locaux, mais aussi nationaux et internationaux, et pour soutenir le développement et l'implémentation de ces plans locaux. Alors, l'intégration, l'analyse des données disponibles est vraiment un enjeu essentiel pour pouvoir établir un suivi précis de la mobilité durable et pour prendre des décisions sur les interventions planifiées. Un autre exemple qui couple un aspect vraiment technologique, celui du véhicule électrique, et un enjeu de développement social, puisque c'est un projet qui parle de véhicules électriques inclusifs dans des quartiers densément peuplés à revenus modestes, dans 3 villes européennes. Donc, c'est un projet qui doit déployer 90 véhicules comme banc d'essai de mobilité partagée dans les 3 villes concernées. Et l'objectif, c'est quand même de débloquer un nouveau marché de 13,5 millions de logements, tout en réduisant évidemment les émissions de gaz à effet de serre et améliorant la qualité de l'air. Donc là, vous pouvez imaginer qu'il y a des enjeux de technologie évidemment assez forts et de données, et notamment des enjeux de données spatiales sur la gestion de la flotte. Donc, un autre exemple que j'aime bien parce que c'est de la technologie si l'on veut, mais c'est vraiment de la technologie de base. Donc, il ne s'agit pas du tout de la Tesla ou de la grande voiture très sophistiquée dont certains rêvent. Là, il s'agit d'une solution qui technologiquement est très élémentaire. En fait, ce sont tout simplement des quadricycles électriques qui sont emboîtables et qui peuvent être redistribués sous forme de trains sur route. Donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est que, en particulier, si vous habitez en banlieue d'une grande ville, l'utilisation des transports publics est compliquée par le problème du dernier kilomètre, comme on dit. Donc là, il s'agit de permettre aux usagers de compléter les transports publics par l'utilisation d'un véhicule public qui conduise directement jusqu'à leur destination, mais qui soit quand même sur un système de Noria et non pas simplement une voiture électrique par utilisateur. Donc ça paraît simple et technologiquement c'est relativement simple, les études sont déjà faites, mais en fait il y a un problème de réglementation et donc ce projet en fait implique le régulateur public dans l'expérimentation. Il peut tester les hypothèses qui l'intéressent, il peut poser les questions en cours d'expérimentation avant de pouvoir délivrer l'autorisation officielle de mise en circulation. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont un peu transverses par rapport aux questions spatiales, mais sur lesquels il est bon de les garder en tête parce que vraiment ces aspects de réglementation sont extrêmement importants pour le déploiement de l'innovation. Un autre exemple qui est peut-être un peu plus proche de l'observation, là on s'éloigne un peu des villes, on va au niveau du territoire, c'est Webio, un outil de cartographie augmentée de la biomasse. Donc là, il s'agit d'une start-up qu'on a accompagnée qui s'appelle Open Forêt, qui réalise avec un grand groupe Engie et avec la fondation Edmund Mac en Italie, un projet qui permet aux acteurs de tous les secteurs concernés, matériaux, chimie, énergie, une base de données, d'accéder à une base de données sur l'ensemble de la biomasse disponible sur un territoire. Donc, il ne s'agit pas juste de donner une indication quantitative, mais il s'agit de caractériser cette biomasse, de la géolocaliser, donc là, vous imaginez bien l'impact de la donnée spatiale, et de l'actualiser en temps réel. Pourquoi est-ce important? Parce que vous pouvez recourir à la biomasse de manière massive sur un territoire. Si vous devez la faire venir, si vous ne savez pas si les quantités disponibles seront là au moment voulu, en fait, cette utilisation va simplement soit ne pas se développer, soit créer des effets induits de transport et d'acheminement qui annulent complètement son impact positif. Rassurez-vous, j'en ai pas une liste infinie, mais c'est quand même vraiment pour vous donner un éventail des utilisations des données qu'on peut avoir. Donc Forland, c'est encore un autre projet un peu proche du précédent, mais qui
qui se centre vraiment sur la prise en main par les acteurs des outils d'aide à la décision. Donc c'est vraiment un outil pour des non-spécialistes qui doit permettre la transition de territoires ruraux en particulier vers des systèmes de bioéconomie qui soient durables, résilients, autosuffisants et sobres en ressources. Donc pour ça, vous avez besoin d'une plateforme, certes, qui agrège des données, mais d'une plateforme qui soit collaborative, qui soit bâtie sur mesure pour chaque territoire. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, les territoires ont des enjeux, des priorités, des identités différentes. Donc c'est une plateforme bâtie sur mesure qui prend en compte toutes les fonctionnalités des sols et pas par silo, par secteur. Donc évidemment, si vous voulez que ce genre de plateforme soit utilisé, il faut l'accompagner d'un processus de renforcement des capacités locales, donc cette dimension de formation que j'ai évoquée tout à l'heure. Vous pouvez remonter au niveau des communautés et là, le lien avec le spatial est peut-être un peu plus distant, mais je pense que c'est important d'avoir en tête ces enjeux quand on fait de l'innovation technologique. Donc là, il s'agit d'un projet qui tourne autour de l'identité paysagère pour créer de la valeur. Donc essentiellement, le constat de départ est que les stratégies climatiques de villes qui sont ambitieuses sur ce sujet du climat sont assez souvent déconnectées de leur paysage naturel, sont très centrées sur des solutions hyper locales en milieu urbain. Or, il y a une identité du paysage qui doit être prise en compte de plus en plus. Donc là, on prend 3 villes de tailles différentes et structures différentes, 30 en Italie, Birmingham en Angleterre et Göteborg en Suède. Et il s'agit avant tout de créer un récit avec plus de 50 parties prenantes publiques et privées pour les reconnecter justement avec cette identité paysagère de leur territoire. Donc ça veut dire concevoir un cadre complet et flexible qui permet d'implémenter des projets qui peuvent être technologiques, qui peuvent être de l'innovation sociale, mais en valorisant les atouts des sols et l'identité culturelle du territoire. Donc en fait, l'ambition qui est simple à formuler, mais assez complexe à mettre en œuvre, c'est de créer de la valeur et de la compétence qui ne soit pas uniquement une valeur économique et financière immédiate, pour rendre ce genre d'initiative viable et réplicable et permettre donc vraiment ces transitions climatiques. Là, on revient vers un terrain de données peut-être un peu plus familier, c'est les aléas et les risques d'inondation. Donc, Safer Places, un projet qui constate que pour baser des choix sur une connaissance des risques, eh bien, on a besoin en fait d'outils qui étendent la disponibilité des données, des modèles et pour permettre de cartographier les aléas d'inondation et l'évaluation des risques à l'échelle d'un territoire. Donc, il s'agit non seulement de rendre ces données disponibles, mais il s'agit de développer une culture de standardisation et d'interopérabilité. Donc, 2 mots très importants quand vous voulez utiliser les données pour des transformations systémiques. Donc, c'est de nature à augmenter la demande d'informations sur le risque climatique, c'est de nature à accélérer l'innovation non seulement technologique, mais aussi financière et réglementaire, et surtout à co-développer avec les acteurs des projets pilotes et des démonstrateurs qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs finaux et des parties prenantes. Donc là, encore une fois, il s'agit à la base de données, y compris de données d'observation spatiale, évidemment, pour cette fois-ci sur l'aspect adaptation, mais il s'agit vraiment de les inscrire dans une perspective d'emploi effectif par les utilisateurs finaux et par les décideurs. Bon, je vais finir cette présentation un petit peu longue par une illustration de cette démarche plus systémique qui va au-delà des projets individuels. Donc, vous pouvez garder en tête une espèce de système de poupée russe où vous avez la technologie, le projet qui va utiliser la technologie pour un enjeu précis, l'assemblage de ces projets et puis cette échelle de transformation, notamment à l'échelle d'un territoire. Donc là, je vous ai montré sur cette slide 8 de ces grandes initiatives qu'on travaille avec des régions et des villes en Europe pour les aider à transformer vraiment leur système et pas uniquement résoudre des problèmes ponctuels. Je vais prendre un exemple pour que ça soit un peu plus concret, c'est celui qui justement traite des villes et avec cet objectif d'arriver à des villes plus propres et plus saines. Donc les volets d'action, bien j'en ai déjà un peu parlé, je les rappelle dans ce contexte précis. Il y a premièrement identifier les fondations et les composantes, donc où faut-il investir pour provoquer cette transformation systémique, quels sont les modèles économiques pour des interventions spécifiques, quelles sont les communautés de parties prenantes qu'il faut réunir, et évidemment quelles sont ces données et quels sont ces outils qu'il faut pour pouvoir soutenir et engager un changement raisonné. Donc la partie outils et ressources, eh bien, il s'agit notamment d'outils technologiques, mais en général, si vous parlez avec des villes et si vous leur demandez est-ce que vous avez des outils, elles vous diront oui, en fait, on en a presque trop. On a beaucoup de solutions qui nous sont proposées, mais on ne sait pas vraiment lesquelles sont pertinentes pour nous et comment on peut les assembler. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de sélectionner et d'assembler parmi cette abondance d'outils, de ressources et de cadres
des réponses réelles qui se basent sur la compréhension des défis et des opportunités spécifiques à chaque ville. Ensuite, il y a toute la partie, j'allais dire, humaine, donc les solutions et les experts. Solutions, certes, solutions technologiques et autres. Des fournisseurs de solutions qui peuvent être locaux, qui peuvent être des partenaires de la communauté de Climate-KIC, mais aussi des experts de programme en fonction des activités prioritaires de chaque ville. Donc, encore une fois, être vraiment à l'écoute des besoins du territoire, des besoins de la ville, y compris sur les aspects capitalisation et finances, pour proposer des solutions complètes et systémiques. Et puis enfin, c'est tout cet aspect innovation stratégique et accélération, réplication, passage à l'échelle. Donc oui, on va expérimenter de manière locale sur des choses précises, mais il faut être capable de tester plusieurs types de solutions pour un seul problème, voir quelles combinaisons de ces solutions sont efficaces. Ça peut être un couplage, par exemple, des réglementations et de nouvelles technologies. Essayer de dessiner des scénarios d'évolution, il n'y a pas forcément un seul scénario, et ensuite impliquer des innovateurs, des accélérateurs de start-up, des plateformes d'action sociale, etc. Donc là, je passe cette slide parce qu'elle dit simplement avec qui nous travaillons ce sujet-là. Et pour terminer cette présentation, je vous donne l'exemple de ce qu'on fait sur la ville de Milan. Donc il faut une diversité de partenaires pour travailler efficacement sur une transformation systémique à l'échelle d'une ville. Donc là, vous voyez, il y a bien sûr la ville de Milan, il y a un investisseur qui se spécialise sur l'intérêt général. Vous avez aussi évidemment des partenaires technologiques, donc l'agence technique de la municipalité. Vous avez des acteurs industriels comme A2A qui est en fait un opérateur italien majeur pour le chauffage urbain et l'électricité. Vous avez donc un réseau d'assistance technique qui est vraiment lui centré sur, en l'occurrence, des solutions qui sont d'ailleurs expérimentées à Toulouse aussi, par exemple de pavés réfraîchissants, j'y reviens dans une seconde. Et puis un acteur académique, le Polytechnique de Milan, qui va apporter son savoir-faire et son expertise sur la conception de systèmes énergétiques, la formation, la vulgarisation et la gestion de projets. Donc les projets eux-mêmes, là on commence avec 5 projets assez ambitieux chacun d'entre eux. Donc un qui est celui d'en haut qui est familier à un certain nombre de Toulousains, donc autour des îlots de chaleur urbains. Donc là il s'agit d'un terrain d'expérimentation pour réduire ces îlots de chaleur urbaine. Je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous avez Greening Milan qui est un projet ambitieux de planter 3 millions d'arbres à Milan à l'échéance 2030. Vous avez un projet qui est plus générique, dont Milan fait partie, que nous menons avec le réseau de villes C40, qui est Reinventing Cities, sur la capture et la dissémination des enseignements de chaque projet. Ensuite, vous avez tout cet aspect financier évidemment fondamental, donc le Milan Zero Carbon Fund, qui est un fonds carbone doté à terme de 500 millions d'euros pour soutenir cette transformation systémique. Et puis l'aspect vraiment local, enracinement dans les quartiers, en l'occurrence ce quartier de Merezzate, qui est un laboratoire vivant à l'échelle d'un quartier sur lequel on va expérimenter un certain nombre d'innovations. Donc là, c'est une description, je laisserai bien sûr la présentation en accès pour ceux qui veulent aller plus dans les détails, qui dit un petit peu ce qu'on va faire concrètement avec chacun de ces projets. Et donc là, les dernières slides vous permettent de voir ce portefeuille de projets à travers les leviers d'action et donc dans cette approche d'innovation systémique. Donc vous avez des leviers technologiques, comme j'en ai parlé sur les îlots de chaleur urbaine, par exemple, également sur l'utilisation dans le quartier de Merezzate d'énergie thermique solaire. Mais tout ça se fait en lien étroit avec l'aspect financier qui est en haut à gauche, qui va soutenir la rénovation urbaine de 17 000 bâtiments. Donc là, il y a un mécanisme qui se base sur une taxe carbone locale. Mais tout ça est lié évidemment aussi avec des aspects de régulation, donc de réglementation, pardon. Donc là, vous avez déjà des impacts concrets qui ont été obtenus avec la modification d'une loi nationale sur la disponibilité en parking des appartements. Vous avez aussi des aspects sur le chauffage local. Donc, encore une fois, je ne vais pas tout lister, mais vous voyez qu'il faut travailler avec la puissance publique et la réglementation en parallèle. Et puis, tous les aspects acceptabilité, adoption, changement de comportement dans la population. Et ça passe parfois par des choses très techniques qui sont par exemple des jeux sérieux. Là, en l'occurrence, ça a été appliqué à un système de covoiturage et de partage de véhicules. Donc, on peut aller vraiment assez loin en combinant ces divers facteurs. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça a déjà été assez long, mais je voulais vraiment vous donner cet aperçu de ce qu'on peut faire avec une communauté pas si grande que ça, de 400 partenaires à travers l'Europe. Et donc, quels sont les angles à travers lesquels on peut commencer à aborder ces enjeux
transition par l'innovation et comment il est possible effectivement de nourrir l'innovation par la technologie. Donc vraiment mon message c'est oui vous allez travailler pendant 24 heures sur des idées qu'on espère assez créatives et ambitieuses. Vous allez le faire sur des données relativement, enfin même très techniques qui sont les données issues de l'observation spatiale en particulier. Néanmoins ne perdez pas de vue le fait que toutes ces briques technologiques doivent s'inscrire dans des actions multiparamètres et dans vraiment une logique d'innovation système. Voilà, merci de votre attention. Je vais repasser la parole à Olivier et Emma. Et merci pour toutes ces précisions. Donc effectivement, avant de conclure, je voulais vous indiquer d'abord que normalement pour les participants, vous devez avoir un bouton sur votre droite qui va vous permettre de poser des questions si vous en avez l'envie ou le besoin, n'hésitez pas. Et puis, s'il y a des questions, on se fera un plaisir d'y répondre, évidemment. Peut-être vous préciser également que les inscriptions sont ouvertes et que vous pouvez vous inscrire au travers de 2 canaux. Le premier, c'est évidemment le site Climaton. Donc, tu as le site quelque part? Non, sinon, voilà, c'est Climaton sur Google. Voilà, Climaton sur Google, normalement, c'est le premier lien que vous avez. Et puis, le deuxième moyen que je connais un peu mieux, c'est effectivement la partie sur le site Booster Nova. Donc, http://www.booster-nova.com. Et là, vous avez également un lien qui vous redirigera sur le site Climaton pour vous inscrire. Donc juste pour Climaton, l'adresse c'est climaton, donc n'oubliez pas le H, .climate-kick.org. Voilà, merci. Bon, il semble qu'on n'ait pas de questions, donc nous avons donc été très très clairs. Et je vous invite donc à vous inscrire sur le site. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pour ceux qui seront à Toulouse le 25-26 octobre. Pour ceux qui seront à Bordeaux, ou à Montpellier, ça sera mes collègues qui vous accueilleront avec plaisir dans les locaux de l'Epitech. Alors peut-être une info aussi qu'on peut passer en même temps. On va organiser un warm-up qui aura lieu le 14 octobre à partir de 17 h, également dans les locaux de l'Epitech, où vous pourrez, pour ceux qui se sont inscrits en individuel et qui n'ont pas forcément d'équipe, rencontrer les gens aussi qui se sont inscrits et commencer à constituer par affinité ou par idée commune, on va dire, peut-être commencer à constituer votre équipe et à réfléchir au travers des différentes thématiques et des problématiques qui vous seront présentées à la façon de travailler votre idée. Merci à tous pour votre participation. Je pense qu'on va conclure. La session est enregistrée, donc j'imagine que vous la retrouverez sur les canaux et les YouTube particuliers, et notamment le YouTube du pôle Aerospace Valley. Voilà, merci et à une prochaine fois. Merci. Merci.